On dit que les plus grandes batailles se livrent en silence. La mienne a duré 10 ans. Une décennie entière passée à marcher sur la pointe des pieds dans ma propre existence. J était devenue une experte dans l'art de disparaître, de me fondre dans les murs de ma propre maison, jusqu'à ce que mon reflet dans le miroir me devienne étranger. Pendant 10 ans, nous a méthodiquement effacé le je, mais cette histoire, ce n'est pas le récit de ma disparition. C'est celui de ma renaissance. C'est l'histoire de comment j'ai trouvé le courage, non pas de crier, mais de murmurer la phrase la plus puissante de ma vie. Ça suffit. Pendant 10 ans, ma vie a été une partition jouée en sourdine. De l'extérieur, tout semblait en ordre. Une jolie maison, un mariage stable, une routine confortable. Nous étions ce couple que les gens qualifient de « sans histoire, Marie ». Et si t'es vrai. Il n'y avait pas d'histoire, pas de cris, pas de porte qui claque. Il n'y avait rien. Juste le silence. Un silence lourd, pesant, qui s'infiltrait dans chaque fissure de notre quotidien. Un silence qui était bien plus violent que n'importe quel mot. Mon rôle était simple, maintenir la paix. Une paix de façade, fragile comme du verre. Pour cela je suis devenue la gardienne du silence. J'ai appris à anticiper ses humeurs, à décrypter les tensions invisibles dans l'air. J'ai appris à ne pas poser de questions dont je ne voulais pas entendre la réponse. J'ai appris à ne rien demander, pour ne jamais être déçu. Mes journées étaient une performance silencieuse. Je souriais quand j'avais envie de pleurer. J'acquiesçais quand j'avais envie de hurler mon désaccord. Je me taisais pour éviter le conflit, sans comprendre que le conflit était déjà là, à l'intérieur de moi, une guerre civile qui me ravageait. Je me souviens d'un soir, j'avais passé la journée à préparer son plat préféré. J'avais mis la table, allumé une bougie, espérant un instant de connexion, une trêve dans ce long hiver émotionnel. Il est rentré, a à peine jeté un regard à la table, s'est assis, et a allumé la télévision. Il a mangé en silence, les yeux fixés sur elle, écran. Quand il a eu fini, il a dit, Cessius, était pas mal. Pas mal? 10 ans de ma vie, résumé en un pas mal. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti quelque chose, éteindre en moi. Une petite lumière de plus. Le plus insidieux, était cette érosion lente, de mon propre jugement. La manipulation psychologique, ce qu'on appelle le gaslighting n'est pas toujours spectaculaire. C'est une petite goutte d'eau qui tombe, encore et encore, au même endroit, jusqu'à creuser la pierre. Tu es trop sensible. Tu imagines des choses. Tu exagères toujours tout. Ces phrases, répétées à l'infini, étaient devenues ma propre voix intérieure. Je doutais de mes perceptions, de mes émotions, de ma propre santé mentale. Si je me sentais seule à côté de lui, c'est que le problème venait de moi. Si j'aspirais à plus de passion, de conversation, de vie, c'est que Géo était trop exigeante. J était devenue la seule responsable de mon propre malheur. J était l'architecte et la prisonnière de ma cage. Mes rêves? Je les avais rangés soigneusement dans une boîte, au sous-sol de mon cœur. La jeune femme qui voulait peindre, voyager, apprendre l'italien, rire aux éclats avec ses amis, était devenue une simple gestionnaire. Je gérais la maison, les courses, les apparences. Mais je ne gérais plus ma propre vie. Elle-même échappait, comme du sable entre les doigts. J était un fantôme dans ma propre maison, une figurante dans le film de ma propre existence. Et le plus tragique, c'est que j'avais fini par trouver cela normal. L'indifférence était devenue la norme. Le manque d'amour, une habitude. La solitude à deux, mon quotidien. J était experte dans l'art d'avaler des couleuvres. De me faire toute petite pour ne pas déranger. J'avais oublié le son de ma propre voix. Et puis, un matin tout a basculé. Il n'y a pas eu de drame, pas de dispute de plus. Juste un matin ordinaire. Un mardi, je crois. Le ciel était gris. La routine était la même. Le café coulait. Le silence régnait. Je suis passé devant le miroir de la salle de bain, comme des milliers de fois auparavant. Mais ce jour-là, je me suis arrêté. J'ai regardé. Vraiment regardé. Et je ne me suis pas reconnu. Ce n'était pas une question de rides ou de cheveux blancs. Était plus profond. Je voyais une femme aux épaules voûtées, comme si elle portait le poids du monde. Je voyais des yeux qui avaient perdu leur éclat, noyés dans une fatigue infinie. Une fatigue non pas du corps, mais de l'or, âme. J'ai cherché dans ce regard un écho de la personne que j'avais été. La jeune femme passionnée, pleine de vie et d'espoir. Elle était plus là. À sa place, il y avait cette étrangère, au visage triste et résigné. Et c'est à cet instant précis, qu'une phrase a résonné dans mon esprit, avec une clarté brutale,
assourdissante. J'ai vécu un cauchemar en silence pendant 10 ans. Ce N était pas une plainte. C était un constat. Une sentence. La vérité, nue et terrible. 10 ans. Un tiers de ma vie, passé à attendre. Attendre qu'il change. Attendre que les choses s'améliorent. Attendre un miracle qui n'est jamais venu. Dans le silence de cette salle de bain, face à cette étrangère qui était moi, une décision est née. Elle n'est pas venue d'un cri de rage, mais d'un murmure de survie. Un souffle, à peine audible, qui venait du plus profond de mon être. Ça suffit. 2 mots. Si simples. Et pourtant ce furent les mots les plus terrifiants et les plus courageux que j'ai jamais prononcés. Ça suffit de faire semblant. Ça suffit de m'oublier. Ça suffit de mourir à petit feu. Ce matin-là, dans le reflet du miroir, j'ai choisi de vivre. Je ne savais pas comment, ni ce qui m'attendait. Je savais juste que je ne pouvais plus passer un jour de plus dans cette prison sans barreaux. Le premier pas vers la liberté N était pas un grand bond, mais la simple décision de ne plus accepter l'inacceptable. Annoncer ma décision a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Il n'y a pas eu de scène de mélodrame. Je lui ai simplement dit calmement un soir, je pars. Il a d'abord ri, pensant à une mauvaise blague. Puis, voyant mon sérieux, il a tenté les vieilles stratégies. La minimisation, tu es juste fatigué, tu verras, demain ça ira mieux. La culpabilisation, après tout ce que j'ai fait pour toi, point. Mais pour la première fois, ces mots glissaient sur moi. La décision était prise, elle était ancrée en moi, inébranlable. Mon calme le déstabilisait plus que n'importe quel cri. Il ne combattait plus un fantôme, mais une femme qui avait décidé de se réincarner. Partir n'a pas été un soulagement immédiat, ce fut un saut dans le vide. Le jour où j'ai fermé la porte de cette maison derrière moi, avec une seule valise à la main, mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais pas de plan. Juste un petit appartement loué à la hâte, des murs blancs et un silence assourdissant. Ce N était plus le silence oppressant de sa présence mais le silence vertigineux de ma propre solitude. Les premières nuits ont été terribles. Chaque bruit dans l'immeuble me faisait sursauter. Le vide de l'appartement semblait amplifier le vide en moi. Qui étais-je, sans mon rôle d'épouse? Qui étais-je, sans la routine qui avait défini ma vie pendant une décennie? J. était terrifié. Le monde extérieur n'a pas aidé. Il y a eu le jugement, à peine voilé, de certains amis, de la famille. Mais enfin, il ne était pas violent, il ne buvait pas. Tu avais tout pour être heureuse. Ces phrases étaient comme des poignards. Comment expliquer le vide? Comment décrire une violence invisible, une mort lente de l'âme? J'ai appris à faire le tri. J'ai compris que certains ne comprendraient jamais, car ils avaient besoin de croire que les apparences étaient la réalité. Et puis il y a eu la froideur administrative du divorce. Des papiers, des avocats, des partages. Notre histoire, notre vie, réduite à une liste de biens matériels. C. était sordide et douloureux. Le cauchemar du mariage était terminé, mais le vertige de la liberté commençait à peine. J. était seul. Vraiment seul. Pour la première fois depuis 10 ans, je devais me faire face. Et je ne savais absolument pas par où commencer. La reconstruction a commencé par de toutes petites choses. Des choses presque ridicules, mais qui étaient en réalité des révolutions. La première a été un repas. Un soir, ne sachant que faire de moi-même, j'ai décidé de cuisiner. Pas un plat élaboré. Juste des pâtes. Mais je les ai faites exactement comme je les aimais. Avec beaucoup trop d'ail, du piment, des herbes fraîches. Des saveurs qu'il détestait. Assise seule à ma petite table de cuisine, j'ai pris la première bouchée. Et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de libération. C. était le goût de ma propre existence, de mes propres désirs. Ce soir-là, je ne me suis pas seulement nourrie. J'ai commencé à me retrouver. Puis, il y a eu la musique. Pendant des années, la maison avait été silencieuse, ou remplie des programmes télé qu'il choisissait. Un après-midi, en rangeant des cartons, j'ai retrouvé mes vieux CD. J'ai mis un album que J. écoutait en boucle à 20 ans. Et j'ai monté le son. Très fort. J'ai dansé dans mon salon vide. Maladroitement d'abord, puis avec une joie féroce. J'ai ri, j'ai chanté à tue-tête. Je redécouvrais des parties de moi que je croyais mortes et enterrées. La femme qui aimait danser était toujours là. Elle attendait juste que la musique recommence.
Le plus grand pas a été de m'inscrire à un cours de poterie. C était un vieux rêve, toujours reporté. La première fois mes mains tremblaient. J était entouré d'inconnus. J'avais peur être nul, être jugé. Mais au contact de l'argile, quelque chose s'est produit. Malaxer la terre, la sentir prendre forme sous mes doigts, la voir se transformer. C était une métaphore de ce que je vivais. Je pouvais créer quelque chose de beau à partir de rien. Je pouvais réparer les erreurs, recommencer. Personne ne me disait comment faire. C était mon projet, ma création. Chaque semaine, j'attendais ce moment avec impatience. Ce N était pas juste de la poterie. C était ma thérapie. La véritable thérapie, la professionnelle, est venue plus tard. J'ai dû trouver le courage de pousser la porte d'un cabinet. Mettre des mots sur 10 ans de silence a été incroyablement difficile. J'ai déroulé le fil de ma propre disparition. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais retenues. J'ai compris les mécanismes de la manipulation. J'ai dénoué les nœuds de la culpabilité. Non, ce N n'était pas de ma faute. Non, je N n'était pas trop sensible. Mes besoins étaient légitimes. Cette étape a été cruciale. Elle m'a donné les outils pour reconstruire mon estime de moi, brique par brique. Le voyage a été long. Il y a eu des jours de doute, des moments de solitude intense, où l'ancienne vie, si prévisible, me semblait presque rassurante. Mais, je n'ai jamais regretté. Chaque petit pas en avant était une victoire. Un café seul en terrasse, en regardant simplement les gens passer. Le premier voyage que j'ai organisé, seul. Un week-end au bord de la mer. La peur de dîner seul au restaurant. Puis la fierté immense de l'avoir fait. J'ai réappris à apprécier ma propre compagnie. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés, et j'ai construit de nouvelles amitiés, basées sur l'authenticité et le soutien mutuel. J'ai appris à dire non, sans me justifier. J'ai appris à écouter mes envies et à les honorer. Lentement, pièce par pièce, je me reconstruisais. Non pas la femme que j'y étais avant, mais une nouvelle version. Une version plus forte, plus consciente, plus entière. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme que je reconnais. Je vois les traces de son histoire, les fines lignes autour de ses yeux, qui témoignent des rires retrouvés et des larmes versées. Ces cicatrices ne sont plus des marques de faiblesse, mais la carte de mon périple. Je vois une femme, qui se tient droite. Une femme qui n'a plus peur du silence, car elle a appris à le remplir de sa propre musique intérieure. La plus grande révélation de ce voyage, n'a pas été de survivre à la fin de mon mariage. Ça a été de comprendre que ces cendres N, étaient pas une fin, mais le terreau fertile de ma propre renaissance. Je ne suis pas sortie de cette épreuve indemne, je suis sortie transformée. Je ne cherche pas à trouver un nouvel amour pour me compléter. J'ai appris à être complète par moi-même. Le bonheur n'est plus quelque chose que j'attends de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je cultive en moi, chaque jour. Mon histoire est celle d'un phénix. Une femme qui a dû se consumer dans le silence pour enfin renaître, plus forte, plus sage, et infiniment plus libre. Ça suffit. Le plus important n'est pas celui que l'on dit aux autres. C'est celui que l'on s'adresse à soi-même, à cette petite voix insidieuse qui nous persuade d'accepter moins que ce que nous méritons. C'est une histoire sur la douleur qui nous brise, mais aussi sur l'extraordinaire capacité que nous avons tous à nous reconstruire, à recoller nos morceaux pour créer une version de nous-mêmes plus authentique et plus inébranlable. Je ne suis pas une victime qui a survécu, je suis une femme qui a choisi de vivre. Et ma vie aujourd'hui est un chef des œuvres en cours, peint avec les couleurs vives de ma propre liberté. Elle est, enfin et surtout, entièrement la mienne. Pour comprendre la fin, il faut revenir au tout début. Avant le silence, avant les murs invisibles, il y a eu de la lumière, il y a eu une promesse. C'est la partie la plus difficile à raconter, parce qu'elle était belle. Terriblement belle. Et c'est la beauté de ce premier chapitre, qui m'a fait accepter tous les autres, ceux qui étaient si sombres. Notre histoire a commencé dans un endroit improbable pour un coup de foudre, une petite librairie de quartier un mardi après-midi pluvieux. L'air sentait le papier vieilli et le café que la propriétaire offrait à ses habitués. J était là, perdu dans mes pensées, cherchant un refuge contre le gris de la ville et le désordre de ma propre vie. Je parcourais les étagères sans vraiment rien chercher, laissant mes doigts glisser sur les tranches des livres comme pour y puiser un peu de réconfort. Et puis je l'ai vu. Il était pas spectaculaire, pas le genre d'homme qui fait se retourner toutes les têtes. Il était assis dans un vieux fauteuil en cuir, un livre posé sur ses genoux, mais il ne lisait pas. Il regardait la pluie tomber contre la vitrine, avec une sorte de quiétude, de sérénité qui m'a immédiatement interpellé. Il y avait en lui une immobilité, une présence, qui contrastait violemment avec mon agitation intérieure. Nos regards se sont croisés, juste une seconde. Il m'a offert un sourire léger, discret, qui ne demandait rien.
Intrigué, j'ai fait semblant de m'intéresser au livre près de lui. Il a rompu le silence. Sa voix était calme, profonde. Difficile de choisir quand on ne sait pas ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Sa phrase était d'une justesse désarmante. C'est calme, était exactement ça. Je ne cherchais pas un livre, je me cherchais moi-même. Ma première impression de lui, ça, était celle d'une force tranquille. Il semblait être un homme qui avait compris des choses essentielles sur la vie. Il écoutait. Vraiment. Quand je parlais, ses yeux ne me quittaient pas. Il ne cherchait pas à m'impressionner. Il cherchait à me comprendre. Ce qui m'a attiré, ce N, était pas un charme flamboyant, mais une sorte de gravité douce. Il était mon opposé. Posé là où J était chaotique. Silencieux là où J était bruyante. Certain là où J était pleine de doutes. Il était un port d'attache. Et J était un navire en pleine tempête. Comment ne pas vouloir accoster? À cette époque, il incarnait tout ce que j'admirais. La patience, la stabilité, une intelligence fine qui n'avait pas besoin de se montrer. Il était attentionné, se souvenait de détails insignifiants que je lui avais confiés. Il encourageait mes passions, notamment ma peinture, que j'avais un peu délaissée. Tu as un don, tu ne devrais jamais laisser quelqu'un, ou quoi que ce soit, te faire croire le contraire, m'avait-il dit un jour. Il était mon plus grand supporter, mon refuge. Avec lui je me sentais en sécurité. Je me sentais vue. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que je pouvais enfin poser mes valises. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. Nous étions partis en Normandie, sur un coup de tête. Le temps était maussade, un vent froid balayait la plage des Étretats. Nous marchions sur les galets, emmitouflés dans nos manteaux. Il n'y avait presque personne. Juste le cri des mouettes, et le fracas des vagues. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous étions simplement bien, ensemble. À un moment nous nous sommes abrités du vent derrière un rocher. Il a pris mon visage entre ses mains pour me réchauffer les joues. Il m'a regardé avec une intensité qui a suspendu le temps. Puis il a dit, très doucement. Avec toi, tout semble simple. Évident. Ces mots pour moi valaient toutes les déclarations d'amour du monde. La simplicité. L, évidence. C, était tout ce que je désirais. Ce jour-là, sur cette plage battue par les vents, j'ai cru, de toute mon âme, que j'avais trouvé l'homme avec qui je construirais ma vie. Je ne pouvais pas savoir que cette simplicité deviendrait un vide, et que son calme était le prélude à une longue et terrible indifférence. Mais à cet instant, toute haine était que promesse. Une promesse d'un avenir heureux, gravée non pas dans la pierre des falaises, mais dans le sable, que la marée allait bientôt effacer. Le passage du van ou de la rencontre au nous du mariage s'est fait sans heurts, comme une évidence. La demande n'a pas eu lieu au sommet d'une tour, ou dans un restaurant étoilé. Était un jeudi soir, dans notre premier petit appartement. Il pleuvait, encore. La pluie semblait être le fil conducteur de nos moments clés. J était en train de peindre. Une grande toile posée à même le sol, de la couleur plein les mains, et sur le visage. Il est rentré du travail, a posé son sac, et au lieu de faire ce qu'il faisait d'habitude, il est resté sur le pas de la porte de la pièce, à me regarder. Il y avait une telle tendresse dans son regard. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis, il s'est approché, a contourné la toile avec précaution, et s'est agenouillé en face de moi, au milieu de mes tubes de peinture. Il n'avait pas de bague. Il a juste pris mes mains, celles qui étaient couvertes de bleu et de blanc, et il a dit. Je ne sais pas comment faire ça. Mais je sais que chaque fois que je rentre ici, que je te vois créer, rire, ou même juste lire tranquillement, je sais que je suis à la maison. Je ne veux pas d'autre maison que toi. Il a fait une pause, et sa voix s'est légèrement brisée. Épouse-moi. Faisons de cette évidence une promesse pour la vie. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste hoché la tête, et les larmes qui ont coulé sur mes joues, ont tracé des sillons propres au milieu des taches de peinture. Était simple. Était vrai. Était nous. Les premières années de notre mariage ont été une symphonie. Nous étions une équipe. Nous avons acheté notre maison. Une vieille bâtisse, avec un petit jardin que tout le monde nous déconseillait. Trop de travaux, disait-il. Mais pour nous, ça quand c'était notre projet, notre toile blanche. Je me souviens des week-ends passés en salopette, à poncer des parquets, à peindre des murs. Nous mettions de la musique, nous chantions faux, nous nous lancions des gouttes de peinture. Le soir, épuisés mais heureux, nous commandions des pizzas que nous mangions assis par terre.
au milieu des pots et des bâches, en imaginant les meubles, les rires, la vie qui allait bientôt remplir ses pièces. Nos rêves étaient entrelacés. Nous parlions de l'Italie. Nous avions une carte punaisée dans la cuisine, avec un itinéraire que nous modifions sans cesse. Un jour on prendra un van, et on partira 3 mois, disait-il. Nous parlions d'enfants, aussi. Pas tout de suite, mais plus tard. On leur imaginait une chambre, celle avec la fenêtre qui donnait sur le grand chêne du jardin. Nous étions les architectes de notre futur, et chaque jour, nous posions une nouvelle brique. Il y avait une fluidité, une complicité dans nos gestes, dans nos décisions. Il me soutenait dans ma peinture, m'encourageait à exposer. Jolal écoutait me raconter ses journées, ses ambitions, ses doutes. Nous étions les 2 piliers d'un même temple. Il y a un souvenir, plus précis que les autres, qui incarne pour moi l'apogée de cet amour. Était un été, 2 ans après notre mariage. La maison était enfin terminée. Nous avions organisé un grand dîner dans le jardin pour nos amis. La soirée était douce, éclairée par des guirlandes que nous avions tendues entre les arbres. Il y avait des rires, de la musique, le parfum du jasmin qui grimpait le long du mur. J était heureuse, d'un bonheur plein, entier, qui semblait pouvoir durer une éternité. À la fin de la soirée, quand tout le monde fut parti, nous sommes restés tous les 2 dehors pour ranger un peu. Mais au lieu de nous y mettre tout de suite, il m'a prise par la main et m'a entraînée au milieu de la pelouse. Il a mis une de nos chansons sur son téléphone, une vieille mélodie lente et un peu désuète. Et nous avons dansé. Pieds nus dans l'herbe fraîche, sous la lumière tamisée des guirlandes, au milieu des assiettes sales et des verres vides. Il n'y avait rien de spectaculaire. Juste nous 2. Il a posé son front contre le mien, et nous nous sommes balancés doucement, sans parler. Dans ce silence, il n'y avait aucun vide. Il y avait tout. Il y avait la fierté du chemin parcouru, la joie du moment présent, et la certitude infinie de tous les lendemains heureux qui nous attendaient. À cet instant, en fermant les yeux, j'ai senti une gratitude si profonde que j'ai cru que mon cœur allait exploser. J était exactement là où je devais être. J'étais aimé. Complètement. Inconditionnellement. C'est ce souvenir-là que j'ai gardé précieusement. Comme une braise, pendant toutes les longues années froides qui ont suivi. C'est cette danse sous les étoiles qui m'a fait croire si longtemps que la musique pouvait revenir. Quand la musique s'est-elle arrêtée? Je ne saurais le dire avec précision. Il n'y a pas eu de coupure nette, pas de disque rayé. Le son a simplement baissé, si progressivement que pendant longtemps, je n'ai rien remarqué. Je tendais l'oreille, pensant que était moi qui devenais sourde. La vérité, c'est que l'orchestre avait quitté la scène, et il ne restait plus qu'un silence assourdissant, là où notre symphonie avait joué. Le premier grain de sable dans l'engrenage, rétrospectivement, a été sa promotion. Sur le papier, était une victoire. Notre victoire. Je me souviens de la soirée où il me l'a annoncé. Nous avons ouvert une bouteille de champagne, celle que nous gardions pour les grandes occasions. Il m'a soulevé de terre en riant, en me faisant tourner dans la cuisine, comme lors de notre danse sous les guirlandes. « On a réussi ?» disait-il. « On a. » Ce mot, ce soir-là, sonnait encore juste. Nous étions une équipe qui venait de marquer un point décisif. J était si fier de lui. Je ne savais pas que ce nous venait de signer son arrêt de mort. Les changements ont été subtils. D'abord, les horaires. Il rentrait plus tard, épuisé. Nos dîners se sont transformés en monologues sur son travail. Ses défis, ses stratégies, les jeux de pouvoir au bureau. Je écoutais, fasciné au début, puis avec une lassitude croissante. Mon monde, celui de ma peinture, de mes amis, de mes petites joies quotidiennes, semblait si futile en comparaison. J'ai commencé à moins en parler, pour ne pas le déranger avec mes petites histoires. La carte de l'Italie, dans la cuisine, a commencé à prendre la poussière. Le voyage était toujours pour Barmet plus tard, quand il aurait moins de pression. Le plus tard est devenu une terre lointaine, où nous n'avons jamais accosté. Puis, le silence a commencé à changer de nature. Le silence complice de nos débuts, celui où l'on pouvait passer des heures à lire côte à côte, sans ressentir le besoin de parler, est devenu un silence vide. Un silence d'absence. Il était là, physiquement. Mais son esprit était ailleurs. Je me souviens d'une scène, anodine, mais qui m'a glacé le sang. J'avais passé l'après-midi à travailler sur une nouvelle toile, une explosion de couleurs, un paysage abstrait, inspiré par un rêve. J était excité de lui montrer. Quand il est rentré, je l'ai entraîné vers mon atelier.
Il a jeté un regard rapide, a hoché la tête et a dit. C'est joli. Tu n'as pas oublié d'acheter du pain? Point. Joli. Le mot était une gifle, ce N n'était même pas de la méchanceté. C était pire, C était de l'indifférence. Mon univers intérieur, cette chose si précieuse et si fragile que je lui avais confiée, N, était plus qu'un détail logistique, moins important qu'une baguette de pain pour le dîner. Ce soir-là, j'ai commencé à comprendre que l'homme qui m'avait dit « Ne laisse jamais personne te faire croire que ton don n'est pas important » était parti. Il avait été remplacé par cet étranger qui traversait ma vie sans plus la voir. La manipulation a commencé comme une mauvaise herbe, discrètement, avant d'envahir tout le jardin. C était un poison lent. Je me souviens d'avoir voulu organiser un week-end, pour notre anniversaire de mariage. J'avais tout préparé en secret, une petite auberge en Bourgogne, dans une région que nous rêvions de visiter. J était pleine de joie à l'idée de lui annoncer. Quand je lui ai montré la réservation, il a soupiré. « Tu aurais dû m'en parler avant, tu sais bien que je suis débordée en ce moment. C'est impossible. » J'ai senti les larmes monter, un mélange de déception et d'humiliation. Il a dû voir mon visage se décomposer. Il s'est adouci, mais ses mots suivants ont été les plus cruels. Il a pris un air peiné, presque paternel. « Écoute, je sais que tu es déçu. Mais tu dois comprendre, je fais tout ça pour nous, pour notre avenir. Tu es un peu trop dans émotion, parfois. Tu manques de perspective. Il faut être une équipe. » Et le piège s'est refermé. En une phrase, il avait retourné la situation. Ma tentative de nous retrouver était devenue un caprice égoïste. Mon besoin de connexion était une preuve d'immaturité émotionnelle. Et le coup de grâce, il faisait tout ça pour nous. Comment argumenter contre ça? J'ai annulé la réservation. Et j'ai commencé à croire qu'il avait raison. Que J était trop exigeante. Que je ne comprenais pas la pression qu'il subissait. J'ai commencé à douter de la légitimité de mes propres désirs. Une autre fois, nous étions à un dîner chez des amis. L'ambiance était joyeuse. Je racontais une anecdote de nos vacances en Grèce. Une histoire drôle qui nous était arrivée. Au milieu de ma phrase, il m'a interrompu. Avec un petit rire condescendant. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Tu embellis toujours tout. Il a ensuite raconté sa version de l'histoire, une version plate, factuelle, qui a fait retomber l'ambiance. Tout le monde était un peu gêné. Moi j'avais l'impression d'avoir été déshabillé en public. Ce N était pas la correction, qui était blessante. C était le message sous-jacent. Ta mémoire n'est pas fiable, tes émotions ne sont pas justes, ta perception du monde est faussée. Ces incidents se sont multipliés. Des petites phrases assassines, lancées l'air de rien. T'es sûr que tu vas mettre ça? C'est un peu... voyant. Laisse. Je vais le faire. Tu n'es pas très doué pour ça. Tu prends toujours tout personnellement. J'ai commencé à marcher sur des œufs. J'analysais chaque mot avant de le prononcer. Je choisissais mes vêtements en fonction de ce qu'il allait en penser. Je me suis tue. C était plus simple. Plus sûr. Le temple que nous avions construit n'avait plus qu'un seul pilier. Lui. Et moi, je N, était plus que l'ombre qui dansait à ses pieds. Mon monde S était rétréci aux dimensions de ses humeurs. Et le plus terrible, c'est que j'avais fini par trouver ça normal. J était devenue la gardienne d'une paix qui, N, était en fait que le nom que nous donnions à ma soumission. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'a pas été une inondation. Ce fut une chose minuscule, presque invisible. Un soir de mars, j'ai reçu un email. Une petite galerie d'art local, celle devant laquelle je passais souvent en rêvant, acceptait d'exposer l'une de mes toiles, dans le cadre d'une exposition collective. Ce N était pas le Louvre, mais pour moi, C était la Lune. C était la première fois que quelqu'un, en dehors de mon cercle intime, validait mon travail. Cette partie de moi, que j'avais maintenue en vie à la lueur d'une bougie pendant 10 ans. Mon cœur a fait un bond. J'ai ressenti une joie pure, enfantine, que je croyais avoir oubliée. J'ai attendu son retour avec une fébrilité que je ne me connaissais plus. J'ai imaginé la scène 1000 fois. J'espérais contre toute raison voir dans ses yeux une étincelle de l'homme qui, autrefois, m'avait dit que mon don était précieux. Je voulais partager cette victoire avec lui. Notre victoire. C'est ce que je me suis dit, naïvement. Il est rentré, son visage fermé par la fatigue et les soucis du bureau. J'ai attendu qu'il pose son sac, qu'il se serve un verre d'eau. Puis, ma voix tremblant un peu, je lui ai annoncé la nouvelle. Je lui ai montré l'email sur mon téléphone, mes doigts dansant sur elle, écran.
Il a plissé les yeux pour lire. Il y a eu un silence. Un silence de quelques secondes qui a duré une éternité. Puis il a relevé la tête, non pas vers moi, mais vers le courrier posé sur la table. Il a dit « Ah ! C'est bien. » Il a fait une pause à attraper une facture. « Et il te paie pour ça ? » Point. « Il te paie pour ça ?» En une seule phrase, il venait de prendre mon rêve, cette petite lumière fragile, et de l'aile, écrasée sous la semelle de son pragmatisme. Il n'a pas demandé quelle toile avait été choisie. Il n'a pas demandé le nom de la galerie. Il n'a pas vu la joie qui illuminait mon visage. Il n'a vu qu'une ligne potentielle dans un budget. Ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais décrocher la lune. Et il me demanderait simplement si elle était rentable. L'homme que j'avais aimé était mort depuis longtemps. Et j'avais passé des années à essayer de ranimer un cadavre. Ça suffit que j'avais murmuré devant le miroir est devenu un cri silencieux dans mon cœur. Il n'y avait plus rien à sauver. Quelques jours plus tard, la décision était devenue froide, solide comme l'acier. Un samedi après-midi, la maison était calme. Il lisait le journal dans le salon. J'ai éteint la télévision, qui tournait en fond sonore. Le silence soudain l'a fait lever les yeux. Un pli d'agacement au coin de la bouche. Je me suis assise en face de lui. Et j'ai prononcé le mot. Le mot qui allait tout faire exploser. Je veux divorcer. Sa première réaction a été un petit rire, un rire condescendant. Tu as passé une mauvaise semaine, c'est ça ? Point. J'ai secoué la tête, sans rien dire. Mon calme le déstabilisait. Il a changé de tactique, adoptant le ton patient qu'on prend avec un enfant irrationnel. Écoute, on est fatigués tous les deux. On ne prend pas une décision pareille sur un coup de tête. On va partir en week-end, ça nous fera du bien. Point. Il parlait de Ogroza tous les deux Ogroza, mais il n'y avait plus de Ogrozavas. Il y avait lui, et il y avait moi. Deux étrangers assis dans le même salon. J'ai répété, ma voix plus ferme cette fois. Ma décision est prise. Ce n'est pas un coup de tête. Point. C'est là qu'il a compris que je ne jouais pas. Son visage s'est durci. La fausse bienveillance a laissé place à la culpabilisation. Après toutes ces années ? Après tout ce qu'on a construit ? La maison, notre vie. Tu vas tout jeter par la fenêtre ? Pourquoi ? Tu t'ennuies ? Point. Il n'a jamais demandé pourquoi J était malheureuse. Il a juste supposé que C était un caprice. C était la dernière confirmation dont j'avais besoin. Les semaines qui ont suivi ont été une guerre froide. Nous vivions sous le même toit, mais à des kilomètres l'un de l'autre. L'air était si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Il m'ignorait, puis essayait de me faire changer d'avis avec des arguments logiques, comme si mon cœur était une équation à résoudre. Je suis partie un mardi matin. Le même jour de la semaine que ma révélation devant le miroir. J'ai fait une seule valise. En la fermant, j'ai eu l'impression de laisser derrière moi la peau d'une autre femme. Chaque objet que je laissais était un poids en moins. La réaction de notre entourage a été un second choc. Ma famille était désemparée. Mes parents, d'une autre génération, ne comprenaient pas. Mais ils ne te trompaient pas ? Ils ne buvaient pas ? Vous aviez tout pour être heureux. Certains de nos amis communs ont pris parti pour lui. Le pauvre homme abandonné par sa femme instable. J'ai appris à faire le tri. Douloureusement. J'ai compris que les gens ne voient que ce qui les rassure. Et que l'idée d'un malheur invisible leur est insupportable. Le processus de divorce a été à l'image de la fin de notre mariage, froid, distant, et dénué de toute émotion sincère. Il a insisté pour une procédure à l'amiable, ce qui, dans son langage, signifiait qu'il dictait les termes, et que je devais accepter pour prouver ma maturité. Nous n'avions pas d'enfants, la seule bataille était donc celle des biens. Notre maison, nos meubles, notre vie commune. Tout a été listé, évalué, transformé en chiffres sur un document Excel. Le moment le plus difficile a été la médiation chez les avocats. Nous étions assis de part et d'autre d'une grande table en bois verni, nos avocats entre nous. Ils parlaient de nos années communes avec le détachement d'un PDG présentant un bilan annuel. Il utilisait des mots comme « optimisation des actifs, partage équitable ». À un moment il a dit « Noa hale karadoa to hale darakala tadi alekan kumine avec nos blata ». Nous avons fait un bon investissement avec cette maison. J'ai senti une nausée monter en moi. Un investissement. Ces murs que nous avions peints ensemble, ce jardin où nous avions dansé, ce N, était qu'un investissement. J'ai eu envie de crier, de parler du silence, des dîners devant la télé, de l'email de la galerie d'art. Mais à quoi bon ? Le langage de la loi ne pouvait pas traduire la peine de l'âme. Je suis restée silencieuse. Mais pour la première fois, mon silence, N,
était pas de la soumission. C était une force. Je n'avais plus rien à lui prouver. Le jour de la signature finale, J était étrangement calme. Dans le bureau de mon avocate, le document était posé sur la table. C était juste quelques pages de papier, mais elle contenait le poids de 10 ans de ma vie. En prenant le stylo, ma main n'a pas tremblé. J'ai signé mon nom. Mon nom de jeune fille, que j'avais décidé de reprendre. En traçant ces lettres, j'ai ressenti 3 choses à la fois. Une immense tristesse. Un deuil. Pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour le jeune homme que j'avais rencontré dans une librairie un jour de pluie, et pour la promesse magnifique de ce que nous aurions pu être. Ensuite, une peur vertigineuse. Le futur était une page blanche, et le vide était terrifiant. Mais sous la tristesse et la peur, il y avait autre chose, une sensation nouvelle et puissante, le soulagement. Ce N n'était pas une joie exubérante, mais le soulagement profond de celui qui sort enfin de l'eau, après avoir cru se noyer. J'avais perdu une maison, une partie de ma vie, mais en signant ce papier, je venais de récupérer la chose la plus précieuse que j'avais perdue, moi-même. Ce N n'était pas la fin d'une histoire, C était la première ligne du premier chapitre de la mienne. Les premiers mois ont été un désert. Le soulagement que j'avais ressenti en signant les papiers du divorce s'est vite évaporé pour laisser place à un silence d'une nature nouvelle. Ce N était plus le silence lourd de sa présence, mais le silence vertigineux de mon absence à moi-même. Mon petit appartement, que j'avais d'abord vu comme un refuge, me semblait immense et vide. Les nuits étaient les plus longues. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, désorienté, avant de me souvenir que Jean était seul. Et la solitude, au début, avait le goût âpre de l'échec. Le deuil N était pas celui de l'homme qu'il était devenu, mais celui de la promesse. Le deuil de la jeune femme que j'avais été, pleine d'espoir sur une plage de Normandie. Le deuil de notre maison, de notre jardin, de la vie que nous n'aurions jamais. J'ai pleuré, non pas pour lui, mais pour tout ce qui avait été brisé en moi. Pourtant, au milieu de ce désert, de petites oasis de liberté ont commencé à apparaître. Un soir, j'ai acheté une pizza 4 fromages, celle qu'il avait toujours détestée, et je l'ai mangée à même le carton, assise par terre dans mon salon, en regardant un vieux film en noir et blanc. Un dimanche matin, je suis restée au lit jusqu'à midi, avec un livre, sans la moindre culpabilité. J'ai repeint le mur de ma chambre d'un bleu profond et audacieux, une couleur qu'il aurait jugée de mauvais goût. Chacun de ces petits actes était une rébellion. C était la reconquête de mon propre territoire. J'ai compris que la guérison ne serait pas un grand miracle, mais une accumulation de petites victoires sur le vide. La thérapie a été mon encre. Chaque semaine, je déposais mes peines, ma colère, ma confusion dans le bureau de ma thérapeute. Elle m'a donné des mots pour nommer l'invisible, pour comprendre les mécanismes de l'emprise. Elle m'a aidé à déconstruire cette voix intérieure, qui n'était pas la mienne, et qui me chuchotait que J était insuffisante. Parallèlement, je me suis replongé dans l'argile de mon cours de poterie. Mes mains, qui avaient tremblé de peur, sont devenues plus sûres. Créer quelque chose de tangible, de beau, à partir d'une masse informe, était la plus parfaite des métaphores. Je était pas brisé. J était en pleine reconstruction. Et j'ai rappelé mes amies, celles que j'avais délaissées. Elles m'ont accueilli sans question, sans jugement, avec des soirées improvisées, des fous rires, et la chaleur d'une sororité que j'avais oubliée. Elles m'ont rappelé qui j'étais avant lui, et m'ont aidé à rencontrer celle que je devenais. Aujourd'hui, ma vie n'a rien de spectaculaire, et c'est ce qui la rend si précieuse. J'habite toujours dans ce petit appartement, mais il n'est plus vide. Il est rempli de mes toiles, de mes livres, de plantes vertes qui grimpent vers la lumière et de l'odeur du café le matin. Ma routine n'est dictée que par mes envies et mes besoins. Certains matins je me lève à l'aube pour peindre, quand la lumière est la plus douce. D'autres jours je flâne, je vais au marché, je m'assois à la terrasse d'un café, et J.K.M.A. écrit dans un carnet. Je ne cours plus après le temps. Je l'habite. La plus grande transformation est intérieure. Je ne suis plus cette femme aux épaules voûtées, je me tiens droite. J'ai appris à dire non sans angoisse et oui avec enthousiasme. J'ai appris que ma sensibilité n'est pas une faiblesse, mais ma plus grande force. Elle me permet de voir la beauté dans les petites choses, de créer, de ressentir profondément. J'ai appris que l'amour ne doit jamais être une cage, même dorée. Le véritable amour, c'est celui qui vous donne des ailes, pas des chaînes. C'est un espace où deux solitudes se rencontrent, se respectent et s'accompagnent, sans jamais chercher à se fondre l'une dans l'autre jusqu'à disparaître. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne crois pas que j'ai pardonné l'homme qui a méthodiquement éteint ma lumière, mais j'ai pardonné à la situation.
J'ai lâché la colère non pas pour lui, mais pour moi. La colère est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai choisi de ne plus le boire. J'ai accepté que cette partie de ma vie, aussi douloureuse soit-elle, fait partie de mon histoire. Elle est la terre sombre et fertile d'où a poussé la femme que je suis aujourd'hui. Sans ces cendres, il n'y aurait pas eu de renaissance. Quant à l'avenir, je le regarde avec une curiosité sereine. Je ne cherche pas l'amour mais je ne lui ferme plus la porte. La différence c'est que je sais maintenant que je n'ai besoin de personne pour être complète. Si un jour je partage à nouveau ma vie, ce sera par choix, non par besoin. Ce sera pour ajouter de la joie à une vie déjà pleine, pas pour combler un vide qui n'existe plus. Pour l'instant, je suis concentré sur mon art, qui prend de plus en plus de place, sur mes voyages, même s'ils ne me mènent que à la forêt voisine pour un après-midi, et sur la simple joie d'être en paix avec la personne que je vois dans le miroir. Cette femme je la connais, je l'aime, et je ne la laisserai plus jamais tomber. Si je pouvais remonter le temps, non pas pour le changer, mais juste pour un instant pour parler à la femme que Jeanne était, celle que j'ai laissée derrière moi dans le reflet de ce miroir, que lui dirais-je? Je ne la jugerai pas, je ne lui demanderai pas pourquoi elle a attendu si longtemps, non. Je la prendrai doucement par les épaules, cette femme au regard vide, et je lui murmurerai à l'oreille. Je lui dirai: ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas folle. Le silence que tu entends est bien réel, et il est assourdissant. Ta tristesse est légitime. Ton désir de plus, de mieux, de vie, n'est pas un caprice d'enfant gâté, c'est ton âme qui se bat pour respirer. Je lui dirai que la force qu'elle cherche désespérément à l'extérieur est déjà en elle, endormie sous des couches de culpabilité et de peur. Je lui dirai que le premier pas n'est pas de savoir où aller, mais de décider qu'on ne peut plus rester là où on est. Je lui promettrai que le chemin sera terrifiant. Qu'il y aura des nuits où la solitude lui semblera un monstre bien plus effrayant que celui qu'elle a fui. Mais je lui dirai aussi que chaque larme la nettoiera de l'intérieur, que chaque pas dans l'inconnu la rapprochera d'elle-même. Et que la liberté, la vraie, a un goût qu'elle a oublié, mais que son cœur, lui, s'en souvient encore. Et à vous, qui vous reconnaissez peut-être dans une parcelle de mon histoire, dans ce silence qui ronge, dans cette lumière qui vacille, je veux vous dire ceci. Votre histoire est la vôtre, mais vous n'êtes pas seul. La violence n'a pas toujours le visage de la colère ou des coups. Parfois, elle a le visage de l'indifférence. La prison la plus solide n'est pas faite de barreaux, mais de ces petites phrases qui vous font douter de votre propre raison, de ces habitudes qui éteignent votre flamme, jour après jour. N'attendez pas un grand drame pour vous donner le droit de partir. Parfois, le point de bascule est un murmure. Un simple « ça suffit », prononcé pour vous seul, dans le secret de votre cœur. C'est la phrase la plus puissante de l'univers. Faites-lui confiance. Écoutez cette petite voix qui refuse de mourir. La reconstruction est un art, pas une science exacte. Elle se fait brique par brique. Un repas que vous cuisinez rien que pour vous. Une chanson qui vous fait danser dans votre salon. Un nom que vous osez enfin prononcer, sans vous justifier. Un rêve que vous sortez de sa boîte poussiéreuse. Célébrez chacune de ces petites victoires, car ce sont elles qui bâtissent le grand édifice de votre nouvelle vie. On nous apprend souvent que le but est de trouver sa moitié. C'est un mensonge magnifique mais dangereux. Le véritable but est de devenir entier, par soi-même. De construire en soi une maison si solide, si chaleureuse et si accueillante, que vous n'aurez plus jamais peur d'être seul. Une maison dont vous êtes la seule à posséder les clés. L'amour, s'il vient, ne sera plus jamais le propriétaire des lieux, mais un invité bienvenu, avec qui partager un café sur le perron. Mon histoire n'est pas une tragédie, c'est l'histoire d'une renaissance. Le feu qui a tout consumé n'a pas laissé que des cendres, il a purifié. Il a brûlé le superflu, les faux-semblants, les peurs. Et il a révélé ce qui était essentiel, indestructible, moi. Ce je, qui attendait patiemment son tour. Alors n'ayez pas peur du feu, si vous sentez qu'il gronde. C'est souvent là, au cœur de la fournaise, que l'on se retrouve. Et la femme qui en ressort est enfin, et pour toujours, libre.